La veille de mes fiançailles, mes parents ont drogué ma fille de 2 ans et l'ont jetée dans un conteneur à poubelle. Le lendemain matin, ma sœur célébrait sa propre fille simplement parce qu'elle était jolie, au lieu de fêter l'anniversaire de la mienne. J'ai crié, « Où est-elle » Et ils m'ont ri au nez en me répondant, « Tu n'as qu'à chercher dans les ordures, c'est là qu'est ta place dans cette famille. » Tout le monde s'est mis à rire. Je me suis précipitée pour la chercher, et j'ai fait en sorte qu'ils regrettent tout ce qu'ils avaient fait. La première chose que j'ai remarquée en me tenant sur le seuil de la chambre où ma fille aurait dû dormir, c'était sa couverture, encore pliée sur la chaise. Léa ne dormait jamais sans cette couverture. Elle luttait contre le sommeil chaque soir jusqu'à ce que quelqu'un lui borde le menton avec ce plaid jaune en polaire. Et il était là, intact, plié exactement comme je l'avais laissé là. Veille en la couchant. Le lit à barreaux était vide. Le drap était lisse. Quelqu'un avait fait le lit alors qu'elle était encore censée être dans la pièce. Je suis restée là un instant, cherchant des explications ordinaires, comme on le fait toujours avant que l'esprit ne se résigne à envisager le pire. Peut-être que ma mère s'était levée tôt et l'avait emmenée en bas pour prendre un bol de céréales. Peut-être que Julien était passé avant l'ouverture du magasin et l'avait prise pour me faire une surprise. La fête s'était prolongée tard la veille. Mon père avait porté une santé à nos fiançailles à 3 reprises, chaque toast étant plus long que le précédent, et ma mère avait passé la majeure partie de la soirée à guider les parents de Julien à travers la pièce, les présentant à des personnes importantes pour elle seule. Je me souvenais avoir couché Léa vers 21h, en lui chantant les 2 mêmes berceuses habituelles. Et en lui bordant le menton avec la couverture jaune. Je me souvenais m'être dit qu'elle semblait plus fatiguée que d'habitude, plus lourde dans mes bras qu'un enfant n'aurait dû l'être après une journée normale, en concluant que c'était simplement le bruit de la fête qui l'avait épuisée. J'ai prononcé son prénom une fois dans la pièce vide, puis je suis sortie du petit appartement situé au-dessus de la quincaillerie de la Croix pour rejoindre le bruit de la matinée de mes propres fiançailles. La salle des fêtes de l'établissement était déjà pleine. Ma mère avait accroché des guirlandes dorées pendant la nuit. Pas pour moi, ni pour Julien et moi, mais pour ma nièce, Chloé, qui se tenait debout sur une chaise pliante dans une robe rose à volants pendant que ma sœur Sandrine lui bouclait les cheveux avec un fer. Une banderole était scotchée au-dessus de la table des viennoiseries, le grand jour de Chloé. Quelqu'un avait déplacé mon gâteau de fiançailles sur une table basse pour faire de la place à un panneau couvert de photos de ma nièce lors de ses anciens concours de mini-miss. Je me suis fait la réflexion, de manière distante, qu'aujourd'hui était aussi l'anniversaire de Léa. Elle fêtait ses 2 ans. J'avais acheté des ballons 3 jours plus tôt et les avais cachés dans le coffre de ma voiture pour qu'elle ne les voie pas en avance. « Où est Léa ?» ai-je demandé à la cantonade. Personne n'a levé les yeux. Immédiatement. Mon père, Robert Delacroix, versait du café derrière le comptoir. Comme s'il s'agissait d'un samedi ordinaire, fredonnant l'air de la petite radio posée près de la caisse. Ma mère, Chantal, fixait une barrette en strass dans les cheveux de Chloé, inclinant le menton de ma nièce vers la lumière pour vérifier sa raie. Est-ce que quelqu'un a descendu Léa ? Ai-je réessayé en me déplaçant dans la pièce, vérifiant derrière la table des pâtisseries, derrière la rangée de chaises pliantes où quelques amis de la paroisse de ma mère buvaient leur café. Quelqu'un m'a tendu une assiette de croissants comme si j'avais demandé le petit déjeuner au lieu de réclamer ma fille. Où est-elle ? Ai-je répété plus fort, et quelque chose dans ma voix a dû résonner, car le fer à boucler s'est arrêté et 2 paroissiennes se sont tournées vers moi au lieu de regarder la table. Ma mère s'est retournée la première. Elle avait ce regard que je lui connaissais depuis toujours. Ce regard qu'elle prenait juste avant de lancer une phrase qu'elle méditait depuis longtemps.
Tu n'as qu'à chercher dans les ordures? A-t-elle dit. C'est là qu'est ta place dans cette famille. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal compris. Puis mon père a ri. Un vrai rire, court et franc. Et Sandrine a ri aussi, couvrant sa bouche comme s'il s'agissait d'une plaisanterie scandaleuse au lieu d'une attaque visant un bébé. Personne d'autre dans cette pièce n'a compris ce qui venait d'être dit, ou alors ils l'ont compris et ont trouvé cela amusant. Une tante, près de la thermos de café, a même applaudi une fois, comme après une bonne blague. Je ne me rappelle pas avoir décidé de courir. Je me souviens de la cage d'escalier, puis de la porte donnant sur l'impasse, et du froid qui m'a frappé. Parce que j'étais encore dans le t-shirt dans lequel j'avais dormi, sans chaussures, le bitume gelé sous mes pieds nus. Il y avait 2 conteneurs. Derrière la quincaillerie, le grand conteneur métallique pour les déchets du magasin, et le plus petit en plastique pour l'appartement du dessus. Je suis allé vers le grand conteneur métallique en premier parce qu'il était plus proche, et parce que mon corps avait déjà compris une chose que mon esprit n'avait pas encore assimilée, peu importe ce que ma mère avait voulu dire par cette phrase, elle le pensait au sens propre, littéralement. Mes pieds nus ont foulé des débris de verre et du gravier, et je n'ai rien senti. L'impasse était étroite, sombre, et sentait la poubelle et le gazole des camions de livraison. Le couvercle était rabattu, verrouillé comme mon père le verrouillait toujours pour éviter que les animaux n'y entrent. J'ai passé mes 2 mains sous le rebord et je l'ai rejeté en arrière si fort qu'il a percuté le mur de briques et a rebondi. Ce bruit du métal contre la brique est un son que j'entends encore parfois lorsqu'une porte claque trop fort. Elle était là. Elle était posée sur un sac poubelle déchiré, enveloppé sans précaution dans une serviette qui ne lui appartenait pas, ne portant que sa couche et une seule chaussette. Ses lèvres avaient une teinte grisâtre. Sa poitrine bougeait. J'ai vu cela avant toute autre chose. Le léger soulèvement de son torse, mais elle ne s'est pas agitée quand je l'ai sortie de là, elle n'a pas pleuré, elle n'a fait aucune de ces choses que Léa faisait chaque matin de sa vie. Je n'ai jamais de ma vie poussé un cri semblable à celui qui est sorti de ma gorge à ce moment-là. Je n'ai pas de mots pour le décrire. Je sais qu'il a fait venir des gens à la porte arrière de la quincaillerie, et je sais que je ne me suis pas retournée pour regarder leur visage parce que je courais déjà avec elle vers la rue principale en hurlant pour que quelqu'un appelle les secours. Un homme qui mettait de l'essence en face est celui qui a composé le 15. Je me souviens de la voix du régulateur du SAMU qui me disait de la garder au chaud. De continuer à lui parler, de lui signaler le moindre mouvement de ses paupières. Je me souviens m'être assise sur le bord du trottoir de la route départementale en ce mois de janvier, avec le corps glacé de ma fille contre ma poitrine, à la bercer et à répéter son prénom sans m'arrêter. Et je me souviens que quelque part derrière moi, sur le seuil du magasin de mon père, ma mère tenait toujours son fer à boucler, et me regardait. Léa a rouvert les yeux dans l'ambulance. Pas complètement, pas comme lorsqu'elle se réveillait d'une sieste. Ses pupilles étaient contractées, et le médecin qui nous accompagnait ne cessait de répéter « Reste avec moi, ma petite », d'une voix à la fois douce et terrifiée. J'ai compris à cet instant que le fait de l'avoir trouvée ne terminait rien. Cela marquerait seulement le début du moment où je me rendrais compte à quel point j'avais failli ne pas la trouver à temps. Ils ont emmené Léa directement au service des urgences pédiatriques de l'hôpital Sainte-Anne. Un médecin nommé Dr Valérie Moreau nous a accueillis à l'entrée. C'était une petite femme qui avait l'habitude de fredonner des notes à voix basse en lisant un dossier, sans même s'en rendre compte. Elle n'a pas perdu de temps à me poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Elle a d'abord fait remonter la température de Léa, puis a ordonné un bilan sanguin complet et un dépistage toxicologique pour déterminer ce qui se trouvait
réellement dans l'organisme de ma fille. Je suis restée assise sur une chaise dans le couloir pendant 40 minutes, sans savoir si ma fille allait survivre. Je n'ai jamais senti le temps s'écouler de cette façon. Une infirmière m'a apporté une couverture pour mes épaules et une paire de chaussons jetables en papier pour mes pieds nus. Je me rappelle avoir fixé ces chaussons sur mes genoux pendant un long moment sans les enfiler, comme si mes mains avaient oublié à quoi servaient des chaussures. Au fond du couloir, un distributeur automatique bourdonnait. Un agent d'entretien à nettoyer. La même portion de couloir 2 fois, me jetant un coup d'œil à chaque passage. Comme s'il cherchait quoi me dire sans réussir à le trouver. J'ai appelé Julien depuis un téléphone de l'hôpital parce que le mien était resté en charge dans l'appartement de mes parents et que je n'avais pas pensé à le prendre en m'enfuyant. Il ne m'a pas fait répéter quand je lui ai dit où j'étais. Il a simplement demandé quelle entrée, et il a rejoint le couloir en moins de 20 minutes, encore vêtu du bas de survêtement qu'il avait dû enfiler. Dans le noir, les cheveux décoiffés, me regardant pour essayer de deviner sur mon visage s'il devait se préparer au pire. Lorsque le docteur Moreau est ressorti, elle s'est accroupie pour être à ma hauteur. Ce que j'ai remarqué même dans l'état où je me trouvais, car personne dans ma famille n'avait jamais fait ce geste envers moi. Elle est stable, a-t-elle dit. Sa température corporelle remonte et son niveau d'oxygène se maintient. Nous avons trouvé une dose importante de antihistaminique sédatif dans son organisme, bien supérieure à ce qu'un enfant de son âge peut tolérer. Combiné au froid extérieur, c'est ce qui l'a plongée dans cet état de torpeur profonde. Elle a marqué une pause. Quelqu'un a donné cela à une enfant de 2 ans. Délibérément. Émilie, je dois faire un signalement au procureur de la République. Et je suis soulagée que vous l'ayez trouvée quand vous l'avez faite. Car 1 heure de plus dehors et la situation aurait été tragique. Je ne me souviens pas avoir pleuré. Je me souviens que mes mains ne répondaient plus correctement quand j'ai essayé de signer les documents d'admission. Julien est arrivé avant mes parents, ce qui m'a aussi confirmé bien des choses. Ma mère et mon père, qui n'étaient qu'à 20 minutes de route, ont mis plus de 2 heures à venir. Quand ils sont enfin entrés dans la salle d'attente, ma mère portait une housse de vêtements contenant la robe de concours de Chloé, comme si elle s'était arrêtée pour faire une course en chemin. Elle a prétexté que la route avait été difficile pour elle. Elle l'a dit sur un ton qui laissait entendre que je devais la plaindre, alors qu'elle se tenait là dans son gilet. Tandis que ma fille reposait dans une chambre plus loin avec des perfusions posées sur le dos de la main. Je ne les ai pas laissés dépasser les portes de la salle d'attente. Un agent de sécurité s'est posté près de l'entrée pour le reste de la journée, et je n'ai jamais demandé qui l'avait fait venir. L'enquête de police a débuté le matin même. Le brigadier-chef Thomas Renard a recueilli ma déclaration dans le couloir de l'hôpital. Il n'a pas sorti de carnet en papier. Il a posé son téléphone professionnel sur la coudoir en plastique entre nous, a lancé l'application d'enregistrement vocal et m'a laissé parler. Je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé. Le lit vide. Les mots de ma mère, le conteneur à poubelle, tout cela dans l'ordre chronologique. Mes mains tremblaient tellement à la fin que ma voix se brisait. Et il a dû interrompre l'enregistrement à 2 reprises pour me tendre un verre d'eau et me demander si je me sentais capable de continuer. Il ne m'a pas demandé de deviner les mobiles. Il ne m'a pas demandé pourquoi mes parents auraient fait cela ni si nous avions eu des différends auparavant. Il m'a demandé des faits, et je lui ai donné ce que j'avais. Et lorsque je lui ai rapporté les paroles de ma mère dites devant une pièce remplie de témoins, il les a notés mot pour mot et m'a demandé d'épeler le nom de ma mère afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté ultérieure. Ce que je n'avais pas encore, c'était une preuve matérielle au-delà de ma propre parole. Et j'ai observé son visage suffisamment attentivement pour comprendre
Que mon seul témoignage contre mes propres parents dans une affaire aussi grave ne suffirait pas à lui seul. Non pas parce qu'il doutait de moi, mais parce qu'un avocat de la défense s'en servirait immédiatement. La preuve est venue de deux sources distinctes. La première était Madame Duval, qui tenait la boutique de fleurs 2 portes plus loin que la quincaillerie et qui avait installé une caméra de surveillance au-dessus de sa livraison arrière. Après une tentative de cambriolage l'année précédente. Le champ de vision de sa caméra capturait un angle de l'impasse. C'était suffisant. La capitaine de police Sylvie Dupont, saisie du dossier l'après-midi même, s'est rendue en personne chez Madame Duval pour récupérer les enregistrements vidéo. La séquence montrait mon père à 2h47 du matin traversant l'impasse dans le bas de pyjama qu'il portait pour dormir, tenant quelque chose enveloppé dans une serviette contre sa poitrine. Elle le montrait debout devant le conteneur pendant 11 secondes. La capitaine Dupont a compté ces secondes devant moi plus tard, comme si la durée elle-même avait une importance. Avant qu'il ne soulève le couvercle, ni dépose le paquet et ne laisse le couvercle se rabattre. Il n'a pas couru. Il n'a pas regardé autour de lui dans l'impasse pour vérifier si quelqu'un l'observait. Il est rentré à l'intérieur comme un commerçant qui ferme son rideau métallique à la fin de sa journée. La seconde preuve est venue du téléphone portable de ma mère, saisi par la police après l'obtention d'un mandat délivré par le juge d'instruction. Dans un échange de messages entre mes parents datant de la veille au soir, envoyé alors que la fête de fiançailles se déroulait encore à l'étage inférieur, ma mère avait écrit que les pleurs de Léa allaient gâcher la journée de Chloé. Et que les parents de Julien n'avaient pas besoin de voir le genre de famille que nous étions réellement. Mon père avait répondu qu'il s'en occuperait une fois que tout le monde serait parti. Il y avait un message demandant quels médicaments se trouvaient dans l'armoire à pharmacie et quelle quantité un enfant de cet âge pouvait absorber sans que cela ne paraisse suspect au matin. Une question dont ma mère semblait déjà connaître la réponse. Plus tard, vers 3h du matin, ma mère avait envoyé ce message, elle ne se rappellera de rien. À 2 ans, on ne garde aucun souvenir. La capitaine Dupont m'a montré ce message une seule fois, imprimé sur une feuille, de l'autre côté d'une table dans un bureau du commissariat, observant ma réaction pendant que je le lisais. Elle n'a rien dit pendant ma lecture. Elle a laissé le silence s'installer jusqu'à ce que je sois en mesure de reprendre la parole. Puis elle m'a demandé si je reconnaissais le numéro de ma mère inscrit en haut de la page. Je lui ai répondu que je reconnaîtrais ce numéro entre 1000. Ma mère se trompait. Je ne sais pas encore ce dont Léa se souviendra, mais moi, je me souviens de chaque mot. Ils ont tous les deux été interpellés 6 jours plus tard à la quincaillerie, en présence de clients. Je n'étais pas présente, mais Sandrine m'a appelée juste après, furieuse, comme si j'avais orchestré le moment de l'interpellation plus tôt que la policière qui finissait simplement d'assembler ses preuves. Tu n'étais pas obligé de faire subir ça à toute la famille, m'a dit Sandrine. Ils ont mis ma fille dans une poubelle, ai-je répondu. Je n'ai rien fait à cette famille. C'est eux qui l'ont fait. Sandrine n'a rien trouvé à répliquer. Je ne pense pas qu'elle ait pris la pleine mesure de ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'elle entende le mot « poubelle » prononcé à haute voix dans une phrase qui n'était pas une plaisanterie. Il y a eu une procédure parallèle quelques semaines plus tard lorsque l'avocat de mon père a déposé une requête devant le juge aux affaires familiales pour solliciter un droit de visite pour les grands-parents, au motif qu'une poursuite pénale n'entraînait pas automatiquement la suspension des liens familiaux. Mon avocate, maître Hélène Girard, m'a expliqué qu'il s'agissait d'une démarche classique de la défense pour préserver toutes les options et que le juge la rejetterait très probablement compte tenu de la gravité des faits. Elle avait
Raison. La demande a été rejetée sans même donner lieu à une audience, mais j'ai dû lire le mot « droit de visite » associé au nom de mes parents. Et il est particulièrement éprouvant de devoir justifier formellement le fait que des personnes ayant abandonné votre enfant dans un conteneur ne doivent plus jamais la revoir. Les qualifications retenues étaient la tentative d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans et le délaissement d'enfants. Tous deux étant placés en détention provisoire, la quincaillerie de la Croix est restée fermée, un mot manuscrit scotché sur la vitrine. Les photos de concours de beauté ont été retirées du panneau d'affichage de la brasserie locale où ma mère les exposait chaque saison. L'avocat de mon père, maître Bertrand Mercier, a tenté lors de l'audience sur le maintien en détention l'argument auquel je m'attendais, qu'il s'agissait d'une initiative mal avisée pour faire prendre l'air à un enfant agité. Que les analyses toxicologiques étaient interprétées de la manière la plus défavorable. Et qu'un homme sans aucun casier judiciaire, établi depuis 40 ans dans la même commune, pouvait attendre son procès sous contrôle judiciaire. Il a parlé longuement de l'implication de mon père dans la vie locale, de son rôle au conseil paroissial et de son soutien au club de football des jeunes. La procureure de la République s'est levée et a lu les messages textuels pour le dossier sans jamais élever la voix. Elle a lu le passage sur l'armoire à pharmacie. Elle a lu le passage indiquant qu'il s'en occuperait après le départ des invités. Elle a lu enfin la phrase affirmant qu'un enfant de 2 ans ne se souviendrait de rien. Puis elle a levé les yeux des feuilles et a déclaré qu'elle ignorait quel genre de besoin d'air frais nécessitait un conteneur fermé. Et une simple serviette en guise de vêtement. L'argumentation de la défense s'est effondrée à cet instant, car il est impossible de présenter la phrase. Elle ne se rappellera de rien, comme une simple méprise sur la santé de l'enfant. La détention provisoire a été maintenue. L'avocat de ma mère a tenté une autre approche des mois plus tard, lors d'une audience préliminaire, en demandant l'annulation de la saisie de la vidéo. Motif que la caméra de Madame Duval filmait une portion de la ruelle soumise à une servitude de passage privé, soutenant que cela portait atteinte au droit à la vie privée. La juge Masson a écouté l'ensemble de l'argumentation sans interrompre, puis a rejeté la demande en quelques phrases fermes, précisant que le moyen soulevé paraissait dérisoire au vu des éléments constitutifs du dossier. J'ai assisté à chacune de ces audiences. Julien était assis à mes côtés à chaque fois, même lors de celles qui s'étiraient sur des heures pour un simple point de procédure. Et même après que nous avons dû reporter la date de notre mariage à 2 reprises parce qu'il m'était impossible d'organiser une cérémonie durant la période où je me battais pour que l'instruction avance. Mon père a tenté une fois, par l'intermédiaire de son conseil, de me faire demander si j'accepterais une qualification pénale amoindrie pour préserver ce qui restait de la famille. J'ai fait savoir au parquet que je refusais tout aménagement d'incrimination. La procureure m'a dit que c'était une position ferme, que les familles finissaient souvent par céder sous la pression émotionnelle et demandaient des peines plus légères à la fin. Je lui ai répondu que ma fille avait passé la nuit de ses 2 ans dans une poubelle derrière un commerce pendant que sa grand-mère coiffait un autre enfant à quelques mètres de là, et que je ne souhaitais aucun compromis. Je voulais que la réalité des faits soit énoncée dans une salle d'audience avec leurs 2 noms associés. Sandrine n'est pas venue témoigner pour eux. Je lui reconnais au moins cela. Quelles que soient ses convictions sur la solidarité familiale, elle ne pouvait pas se présenter devant un tribunal et soutenir des personnes auteurs de tels actes. Elle n'a plus jamais repris contact avec moi après l'inculpation, ce qui m'a clairement indiqué où se situaient ses choix, sans qu'un seul mot supplémentaire ne soit nécessaire. Le commerce n'a pas survécu à l'affaire. La quincaillerie de la Croix reposait sur 40 années durant lesquelles la communauté locale pensait connaître mes parents à travers les fêtes de village et les kermesses. Une fois la presse
Local ayant publié les détails de l'affaire, cette réputation s'est effondrée. Définitivement. Un homme qui connaissait mon père depuis 2 décennies m'a abordé devant le palais de justice un après-midi, non pas pour m'offrir des condoléances, mais pour me demander à voix basse si l'histoire du conteneur était exacte. Comme s'il avait besoin de l'entendre directement de la personne qu'il avait vécu avant de se résoudre à accepter ce que tout le monde répétait. Je lui ai confirmé que c'était exact. Il a hoché la tête une fois et s'est éloigné. Léa ne gardait aucune séquelle physique au moment où la date du procès a été fixée, près d'1 an plus tard. Le docteur Moreau n'a décelé aucune lésion durable, bien que ma fille ait dû passer de nombreux examens de suivi. Et il y avait des nuits, même 1 an après, où elle refusait de s'endormir si la lumière du couloir n'était pas laissée allumée. Je ne lui ai jamais expliqué pourquoi. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Pas avant qu'elle soit en âge de poser elle-même les questions et que je la sache prête à recevoir les réponses. Le procès a duré 11 jours. Le docteur Moreau a témoigné le 2e jour au sujet des résultats toxicologiques et des conséquences d'une baisse prolongée de la température corporelle sur un enfant de cet âge, en utilisant des termes simples et accessibles pour les jurés, fredonnant encore très légèrement entre les questions comme si l'enceinte du tribunal n'avait pas suffi à lui faire perdre cette habitude. La capitaine Dupont a témoigné le 3e jour et a détaillé la séquence vidéo image par image, 11 secondes décomposées une à une avec cette même voix calme, jusqu'à ce que je voie au moins un juré détourner les yeux de l'écran. J'ai témoigné le 4e jour. J'ai décrit au tribunal la couverture pliée, le lit vide, les paroles exactes de ma mère devant la salle remplie de gens qui riaient, puis j'ai parlé de l'impasse, du couvercle du conteneur et de la couleur des lèvres de ma fille lorsque je l'ai sortie de là. L'avocat de la défense m'a contre-interrogé pendant près d'1 heure, cherchant à déterminer si j'avais pu mal interpréter les propos de ma mère dans la précipitation du matin, ou si la peur et l'angoisse avaient pu altérer mon souvenir d'une remarque déplacée. Je lui ai répondu que je n'avais rien mal interprété du tout. Et que mon seul souvenir n'était pas isolé, puisque la pièce entière remplie de témoins présents ce matin-là pouvait confirmer ce qui avait été prononcé. Il n'a plus posé de questions après cela. J'ai vu 2 jurés essuyer des larmes pendant mon intervention, et j'ai vu ma mère garder les yeux fixés sur la table de la défense pendant tout ce temps, sans jamais croiser mon regard. Mon père a choisi de reconnaître sa responsabilité le 9e jour plutôt que de laisser le jury rendre son verdict à son égard, plaidant coupable pour les faits reprochés en échange de l'absorption des peines. Ma mère a refusé toute transaction jusqu'au bout. Le jury a mis moins de 3 heures pour la déclarer coupable de l'ensemble des chefs d'accusation. Elle me délibérer sur la peine s'est tenue un mardi de mars. La salle d'audience était plus remplie que je ne l'aurais imaginé. Madame Duval était présente. Le docteur Moreau s'était glissé au fond entre 2 consultations, encore en blouse blanche. Plusieurs personnes que je connaissais de l'ancien conseil paroissial étaient assises dans les travées, séparées les unes des autres, comme si chacune avait décidé individuellement qu'elle devait assister à la conclusion de cette affaire. J'ai été autorisée à prendre la parole avant que le tribunal ne prononce le jugement. Je me suis tenue à la barre qui avait été ajustée pour quelqu'un de plus grand que moi, et je ne l'ai pas abaissée. J'ai regardé ma mère dans la tenue qu'elle avait choisie pour l'audience, un gilet bleu marine boutonné jusqu'au col, le genre de vêtements qu'elle portait pour aller à l'église. Et j'ai regardé mon père à côté d'elle dans un pull gris où la marque de l'ancien logo du magasin se devinait encore légèrement à l'endroit où l'écusson avait été décousu. Ni l'un ni l'autre n'avait vieilli de la façon dont je l'aurais imaginé au cours de cette année. Il paraissait, si tant est que ce soit possible,
plus ordinaire et plus réduit que les images d'eux que je conservais en mémoire. Vous m'avez dit que je pouvais la trouver dans les poubelles, ai-je déclaré. Comme si c'était un mot d'esprit, comme une plaisanterie préparée devant une salle pleine de personnes qui ont ri avec vous. Je veux que vous sachiez tous. Les deux que je lis ai effectivement trouvés, posés sur un sac d'ordures, et que la dernière chose que je vous laisserai croire, c'est que cela m'a brisé. Cela ne m'a pas brisé. C'est la seule raison pour laquelle vous répondez de vos actes aujourd'hui devant cette juridiction. Vous avez passé ma vie à me répéter ce que je coûtais à cette famille. J'espère que vous aurez tout le temps nécessaire pour réfléchir à ce que vous lui avez réellement fait perdre. J'ai jeté un coup d'œil vers la place vide où Chloé aurait pu être si Sandrine n'avait pas choisi de ne pas la faire venir. Puis j'ai posé mon regard sur eux. Une dernière fois. Elle grandira en sachant exactement qui l'a sortie de ce conteneur. C'est la seule chose qui compte dans cette histoire. Je suis retournée m'asseoir. Julien a pris ma main. À ma gauche, au rang. Derrière nous, Madame Duval, qui avait assisté à chaque journée du procès Pars. Qu'elle estimait que lorsqu'on avait vu ces images on ne pouvait pas simplement détourner le regard, s'est penchée pour me serrer doucement l'épaule. Le tribunal a condamné mon père à 18 ans de réclusion criminelle. Il a condamné ma mère à 22 ans, retenant la préméditation et citant expressément le message textuel, elle ne se rappellera de rien, que la présidente a relu elle-même à haute voix, dans une salle devenue si silencieuse que l'on entendait le grésillement du chauffage le long du mur. Ni mon père ni ma mère ne m'ont regardé lorsque les peines ont été énoncées. Ma mère fixait l'horloge au-dessus du banc des jurés. Mon père regardait ses mains. Je suis sortie du palais de justice sous la lumière pâle de ce début de printemps, Julien à mes côtés et Léa, désormais âgée de 3 ans, endormie sur mon épaule car l'audience s'était prolongée bien au-delà de l'heure de sa sieste. Elle s'est agitée alors que nous traversions le parking, a levé la tête et a demandé de sa voix encore embrumée de sommeil si nous pouvions aller manger des crêpes. Oui, ma puce, lui ai-je répondu. On va aller manger des crêpes. Julien a souri, un sourire apaisé que ni lui ni moi n'avions partagé depuis longtemps. Et j'ai souri aussi. Nous avons marché vers la voiture tous les trois, la famille que j'avais construite, et nous avons quitté cet endroit pour reprendre le cours de notre vie.